Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur cette animation sur le télétravail. Nous allons évoquer en fait les nouveaux rythmes avec, comme vous l'avez tous vécu, justement beaucoup d'actualités en fait sur l'année 2020 et renouvelée sur 2021. Et donc justement, avec Jérémy, nous avons décidé en fait de vous accompagner justement sur cette problématique via notre cabinet de conseil HRCP. On sera amené également à évoquer en fait un certain nombre de points en fait sur les enjeux, les perspectives, mais également justement les bonnes pratiques et également l'avenir du télétravail. De manière à vous accompagner également et que le webinaire en fait se passe le mieux possible, on va être amené en fait à vous passer en fait quelques consignes de manière à ce que ça soit le plus simple pour vous. Alors, tout d'abord, vos webcams sont coupés ainsi que vos micros. Alors, pas d'inquiétude, vous pourrez quand même nous interpeller et poser vos questions. Donc, vous avez deux possibilités, soit de lever la main, c'est en bas de votre écran. Et là, à ce moment-là, on vous ouvrira en fait un micro de manière à ce que vous puissiez poser votre question. Ou sinon également par le biais de les questions-réponses, en posant directement votre question par le biais du chat. Donc tout d'abord, je tiens à remercier en fait la DFCG pour justement ce partenariat qualitatif, cette fidélité. Donc je remercie Sonia, mais également Emmanuel, que nous accompagnons déjà depuis plusieurs années. Donc, en tous les cas, je suis ravie justement de pouvoir également accompagner en fait les différents adhérents du Grand Ouest, donc Bretagne, Pays de la Loire, lors d'interventions. Et je remercie également à nouveau Jérémy pour tout le travail justement pour faire des animations de qualité. Ensuite, Jérémy sera amené à se présenter ainsi que l'association. Je vais juste vous redonner quelques petits éléments clés au niveau du cabinet. Donc en quelques mots, donc Expectra Search appartient au groupe Randstad, comme HRCP d'ailleurs, nous sommes la même famille. Nous sommes en charge en fait des recrutements de cadres supérieurs et de cadres dirigeants. Nous procédons à la fois pour des recrutements, à la fois par approche directe et éventuellement par chasse de tête, en fonction en effet des besoins pour répondre au cahier des charges et aux attentes en fait de nos clients. Voilà. Je me tiens en tous les cas à votre disposition. Je vais passer la main donc à Sonia de manière à ce qu'elle puisse également vous donner quelques éléments clés en fait sur la DSCG et ensuite Jérémy prendra le relais. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Laurence. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce troisième webinaire sur le thème des ressources humaines co-organisé et animé par Expectra. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore notre association, la DFCG est une association nationale de directeurs financiers et de contrôle de gestion qui a pour mission essentielle de créer des espaces de partage et d'échange, de bonnes pratiques entre pairs, on en a parlé tout de suite avec Laurence, et de créer du lien. Nous sommes en France plus de 3000 adhérents avec 14 régions dont la nôtre, la région Bretagne-Pays de Loire, qui compte environ 400 adhérents répartis sur 8 pôles départementaux. Alors celui que je représente est le pôle Rennais qui compte 80 membres. Comment on fonctionne sur Rennes? Nous organisons une soirée mensuelle en général le 3e jeudi du mois sur un
sur un choix de thèmes qui sont partagés avec nos adhérents lors de notre réunion de rentrée qui se tient en septembre. Nous nous associons avec des partenaires proches de nos fonctions, de nos quotidiens, pour aborder des sujets précis tels que réussir ses demandes de financement, tels que mieux vivre ses contrôles fiscaux, ou des thèmes plus généraux tels que la conduite du changement, les risques psychosociaux, ou des thèmes RH comme nous les abordons ce soir. Nous organisons également 2 visites d'entreprise annuelles et cette année particulière a évidemment suspendu ces événements du fait du contexte qui nous impose de tous nous tenir à distance les uns des autres. Cependant, nous maintenons notre soirée conviviale d'été, donc soirée avec conjoints. Elle clôture l'année avec l'objectif de mieux nous connaître en partageant des moments différents. Cette soirée est co-gérée avec les étudiants de l'IUT GEA, qui est notre partenaire universitaire historique, et cette année, elle aura lieu le 1er juillet. En parallèle de tout ça, nous avons au sein de la DFCG une vingtaine de groupes de réflexion et de travail via des commissions. À Rennes, nous en avons décliné 2. La commission DAF temps partagé, qui traite du métier de financier à temps partagé ou en mode mission. La prochaine réunion aura lieu le 14 juin. Et la commission des FCG au féminin, dont l'objectif est de permettre à nos adhérentes de parler de leur parcours et de leurs problématiques, parfois différentes de celles des hommes, par exemple, au sein des comités de direction. Voilà, c'est des échanges qui sont très, très conviviaux et que nous organisons en général autour de déjeuners, donc le dernier ayant été virtuel. Au niveau régional, nous avons notamment la commission carrière et évolution qui est animée par Emmanuel Marie, Emmanuel Villot et Bruno de Fontaine, avec qui nous avons collaboré pour préparer l'intervention d'Expectra ce soir. Cette commission propose une rencontre mensuelle sur un thème permettant d'enrichir votre réflexion tant sur le plan professionnel que personnel. Et à ce titre, nous sommes très attachés à la présence de témoins parmi les membres pour illustrer nos thèmes. La prochaine réunion de la commission carrière et évolution est le 16 mars sur le thème intégration après embauche vu par le recruteur et par le salarié. Voilà le petit tour de ce que fait globalement notre association. Alors il y a d'autres productions en fait, notamment des cahiers, des revues et de la formation. Donc, je vais passer maintenant la parole à Jérémy, je crois, hein, pour parler du télétravail. Et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Merci Sonia. Je vais faire une présentation rapide. Donc, Jérémy Jouglas, je suis chef de projet au sein du cabinet HR Consultancy Partners, qui est une filiale du groupe Randstad, qui intervient sur l'employabilité durable, avec notamment des champs d'intervention comme la qualité de vie au travail, l'accompagnement des transformations, les process RH et le développement du capital humain. Vous pouvez bien évidemment nous rejoindre sur notre site internet et me contacter directement si besoin via ma page LinkedIn. Donc, ce que je vous propose ce soir, eh bien, nous allons faire un petit bilan et activité du télétravail. Nous allons ensuite évoquer les enjeux et les perspectives, replacer tout cela dans le cadre humain et normatif, avec la question centrale qui est comment animer une démarche de mise en place du télétravail. Et enfin, on pourra aborder ensemble les bonnes pratiques, qu'elles soient RH, managériales, mais aussi les bonnes pratiques des collaborateurs, puisque ce sont les premiers concernés. Tout au long de notre soirée, il y aura un certain nombre de sondages. On compte sur votre participation de façon à ce que ce soit le plus interactif possible. Sans plus attendre, où en sommes-nous aujourd'hui, le 16 février 2021 ? Eh bien, on va faire un petit retour en arrière. Mars 2020, Madame Muriel Pénicaud nous disait « Il y a un salarié sur 3 dont le travail peut se faire en télétravail. 1 sur 3, c'est beaucoup. » Et donc, j'ai demandé à toutes les entreprises de mettre en place systématiquement le télétravail. Ça n'est pas une obligation. Quelques mois plus tard, en novembre,
Le télétravail n'est pas une option, mais une obligation. Le temps de travail effectué en télétravail est porté à 100%. En janvier 2021, Madame Borne, nouvelle ministre, nous annonce: nous allons permettre aux salariés qui en expriment le besoin de revenir au bureau un jour par semaine. Février 2021, la possibilité de revenir sur le lieu de travail reste dérogatoire. Nous avons identifié un certain nombre de secteurs où le télétravail a baissé, donc nous les contactons. Et donc, c'est un peu dans ces injonctions presque contradictoires que le télétravail, je vais en parler entre guillemets, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, navigue entre ces différentes eaux. À la fois, c'est une obligation, à la fois, ce n'est pas une obligation. Finalement, on va faire preuve de tolérance, puis finalement, non. Bien difficile de s'y repérer, mais cela s'explique naturellement par les contraintes sanitaires. Et en effet, le télétravail est à cette heure un des leviers pour limiter le nombre de contaminations. Et en ce sens, donc, je me suis intéressé à la question pour vous au nombre de nouvelles contaminations, donc avec les données d'hier, et nous sommes à plus de 4 376 nouveaux cas, sur une moyenne de 7 jours d'à peu près 18 000 nouveaux cas, ce qui est une fourchette haute, mais quand même avec une cassure vers le bas de la courbe du nombre de contaminations. Donc, autrement dit, on peut considérer que pour le moment, le troisième confinement dont on nous parlait il y a un mois peut être évité et le télétravail peut, dans une certaine mesure, avoir participé à cette évolution des chiffres. Sur l'inflexion et l'intervention de Madame la ministre, cela s'explique parce qu'au mois de novembre, il y avait à peu près environ 70% de la population salariée qui était en télétravail. Et en janvier, effectivement, il y a eu un relâchement qui porte à environ 64% le nombre de salariés en télétravail. C'est pour cela qu'il y a donc un message à nouveau d'encouragement en télétravail. Pourquoi y a-t-il eu de telles évolutions? Il faut peut-être se remettre dans le contexte avant mars 2020. Donc, si on s'était vu il y a un an à peu près, nous étions 3% de salariés français qui travaillaient réellement au moins une fois par jour. Donc ça, ce sont les chiffres de 2017. Alors que dans la même situation, 40% des postes étaient praticables à distance, c'est-à-dire télétravaillables. Donc, on observe le contraste entre 3% de télétravail réel et 40% de postes qui pouvaient être télétravaillés. Et on comptabilisait à peu près entre 2 à 6% de postes en télétravail encadrés par un accord. Donc, il n'est pas faux de dire qu'avant mars 2020, la France était dans un grand ignorement du télétravail. Précisons tout d'abord ce qu'est légalement le télétravail. Il s'agit d'une forme d'organisation du travail qui aurait également pu être exécutée dans les locaux de l'employeur, effectuée par un salarié hors des locaux de façon volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Donc ça, c'est la définition qu'en donne le Code du travail, toute forme d'organisation du travail. Et c'est bien pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de télétravail entre guillemets, c'est parce que ce que nous avons vécu depuis mars 2020, on voit 3% de Français qui télétravaillaient au moins une fois par jour, c'est très peu. Or, on est passé à 70% dont je parlais tout à l'heure en télétravail. Ce n'était pas ce qu'on peut appeler du télétravail, mais plutôt une expérience de travail à distance. Tout simplement parce que cette activité à distance n'était pas organisée. Donc, j'ai une première question pour vous. Comment avez-vous vécu l'expérience du travail à distance? Vous avez
30 secondes à peu près pour répondre. Je ne sais pas si vous devez voir les questions. Donc, vous avez un seul choix possible. Les résultats vont s'afficher bientôt. Alors, je ne sais pas s'ils sont visibles de votre côté. Moi, je ne vois rien. Attendez, hein, il faut que je comprenne comment ça marche. Je vous prie de m'excuser, j'écris. Est-ce que tu vois les résultats? Non, Alors, non, ils ne s'affichent pas du tout. ils sont affichés effectivement. Alors en fait, on a 36%, 36% des personnes qui ont répondu je l'ai découvert et je l'ai adopté. Et 64%, mon opinion n'a absolument pas changé sur ce sujet. D'accord, merci beaucoup. Je te propose effectivement du coup de poursuivre pour les autres sondages de cette façon. Tu me découvriras les résultats. Donc, si j'ai bien compris, 36% d'entre vous l'avez découvert et adopté, ce qui est pas représentatif, effectivement, comme on a pu le dire. Peut-être parce que vous êtes une population plutôt à dominante cadre, qui était une des bénéficiaires avant la crise sanitaire de dispositifs de télétravail. Mon opinion n'a absolument pas changé sur ce sujet. On verra que, en revanche, l'opinion des collaborateurs français a changé. Le taux de salariés en télétravail dans le secteur tertiaire est allé jusqu'à 90%. Donc, il y a eu un véritable retournement de la situation en quelques jours entre le faible nombre de salariés en télétravail et celui qui ont découvert le télétravail en quelques jours, au mois de mars-avril. À peu près 3 quarts, hein, l'ensemble des enquêtes sont assez unanimes. À peu près 3 quarts de ces salariés ont apprécié cette expérience et souhaitent la continuer. Et je vous ai mis ce petit sondage, puisqu'il y a parmi vous des directeurs des affaires financières, qui, 74% d'entre vous, envisagent de conserver au moins 5% de leurs salariés en télétravail après la pandémie. On voit le lien, c'est qu'il y a potentiellement derrière cette vision une potentielle source d'économie avec des économies de loyer. Alors, autre question que j'ai envie de vous poser, et vous, dans vos fonctions donc, de direction, vous êtes DRH, DAF, comment comptez-vous l'appréhender à l'avenir? Je laisse Gladys poser la question. Vous avez là encore 30 secondes pour y répondre. Gladys, c'est bon pour toi? Alors, c'est bon. Donc, on a effectivement des réponses. Alors, on a 83% des personnes qui ont répondu comme un vecteur d'une meilleure qualité de vie au travail, 25% comme un risque et 17% comme une source d'économie. 17%? 17% comme une source d'économie. Merci.
Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup, Gladys. Alors, écoutez, j'ai une audience, on va dire, très au fait du sujet. Effectivement, le télétravail contribue à la qualité de vie, à la qualité de vie au travail, c'est évident. 17% qui le considèrent comme une source d'économie. Alors, on verra qu'il peut y avoir des économies qui seront générées. Il ne faut pas non plus les fantasmer. Il y a certains autres effets du télétravail qui ne sont pas à négliger en termes de coûts, j'entends. Et 25% comme un risque. Alors là aussi, c'est difficile à interpréter parce que ça nécessiterait qu'on dialogue ensemble, mais ça pourrait corroborer à la situation qui avait lieu avant mars 2020, c'est-à-dire une certaine crainte des managers en général vis-à-vis de la situation de télétravail, puisque ça peut vouloir dire, je dis bien ça peut vouloir dire perte de la possibilité de contrôle, perte d'autorité, l'impression de ne plus maîtriser les choses, l'impression de ne plus voir le collaborateur, etc. Effectivement, notre pays a quand même une tradition particulière vis-à-vis du travail, où on valorise le présentéisme, où on attend des collaborateurs qui fassent beaucoup d'heures. Ça, c'est très vrai. Et d'autres pays, en revanche, n'ont pas du tout cette perception. Quoi qu'il en soit, la période que nous avons connue, donc on parle de télétravail forcé, même si elle a suscité un engouement, c'est vrai, a aussi été révélateur de disparités. Donc, je nuance l'aspect meilleure qualité de vie au travail, c'est une possibilité, oui, mais il y a là aussi des choses à nuancer. Pourquoi? Parce que le télétravail, ça ne va pas de soi. Il y a un apprentissage nécessaire. Justement, on devient beaucoup plus autonome et donc les choses peuvent fonctionner différemment. Ça a été révélateur de profondes inégalités entre les cadres, les non-cadres, les hommes, les femmes, etc., etc., selon qu'on avait une pièce équipée ou pas. Moi, j'ai la chance d'avoir un fauteuil de bureau, d'autres n'en ont pas, travaillent sur le canapé, etc., etc. Et là-dessus, il y a une phrase que j'aime bien d'un médecin du travail qui dit, et je trouve que cette phrase est forte, certaines femmes sont devenues femmes de ménage, professeurs des écoles, mères de famille, en plus de leur travail. Et ça montre bien effectivement toute la complexité de la période que nous avons connue. On a aussi assisté à des phénomènes de réensilotage de l'organisation. Vous m'auriez appelé en 2020 pour, je ne sais pas moi, débrider l'organisation, tout ce qui était vraiment en vogue et qui l'est toujours. Hein. Eh bien, tout cela s'est malheureusement nuancé puisque le travail forcé a contribué à réensiloter justement l'organisation. On a fonctionné en service. Etc., etc. Donc, il y aura dans les prochains mois, les prochaines années, à refaire un travail de débridons l'organisation. Et enfin, cette organisation a pu générer effectivement des troubles musculo-squelettiques, on y reviendra, ainsi que des risques psychosociaux. Aujourd'hui, tout cela explique que si les salariés, je vous l'ai dit, je continue, hein, il y a une forte appétence en télétravail, mais il est aussi vrai de dire que la majorité des salariés souhaitent continuer à venir au bureau, 60% d'entre eux. 55% des salariés pensent que la vie sociale avec leurs collègues est la première raison d'aller au bureau. On leur a posé cette question en 2019, ils étaient 42%. Et donc, on voit bien ce que je disais tout à l'heure sur les risques psychosociaux et le réensilotage de l'organisation, c'est-à-dire qu'il y a eu des situations d'isolement de travail et qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont souffert de ça. Donc ça, c'est une réalité. Et donc, forte appétence en télétravail d'un côté, envie de revoir ses collègues de l'autre, tout ça n'est pas contradictoire. En réalité, l'appétence concernant le télétravail a augmenté essentiellement sur le nombre de jours en télétravail. Et vous voyez que plus de 50% des personnes interrogées veulent entre 2 jours et 3 jours de télétravail par semaine, et c'est ça qui a augmenté après confinement,
par rapport à avant, effectivement. Avant, ils étaient dans leur grande majorité à 1 jour. Donc, il y a une volonté d'aller beaucoup plus intensément dans le télétravail, 2 à 3 jours, mais guère plus. Donc, il n'y a pas une profonde envie de tout télétravail, ce n'est pas vrai. Autre leçon que nous avons retenue, tout ça sont des sondages et des résultats très récents. Il faut préciser qu'au fur et à mesure du temps, notre analyse de ce que nous avons vécu s'affine. Ceux qui souhaitent télétravailler le plus régulièrement, effectivement, concernent la tranche des 30 à 50 ans. Vous voyez, hein, c'est la grande majorité. Et paradoxalement, j'ai envie de vous dire, tous les millennials sont ceux qui ont le plus on va dire, souffert de cette situation et ont envie justement de retourner au bureau. Et personnellement, j'ai été assez surpris par ce sondage qui est paru très récemment dans le Figaro. Et ça s'explique notamment par les besoins d'interaction sociale, etc., etc. Parmi les arguments très simples en faveur du télétravail auprès des collaborateurs, c'est très simple, c'est la diminution des temps de transport, la possibilité de travailler au calme. Voilà. Donc ça, ce sont les arguments qui emportent la grande majorité des adhérents. Alors, l'étude Expectra Search de 2020 avant Covid identifiait déjà, là je vous le mets, en télétravail, le télétravail comme un argument marque employeur très fréquent et très apprécié par le public cadre. C'est ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que les personnes qui connaissaient la situation de télétravail avant la crise, c'était essentiellement le public cadre. Ce qui a changé maintenant, c'est que toutes les populations ont vu leur poste, plus ou moins en très grande majorité, en télétravail et veulent continuer ainsi. Et donc j'anticipe un peu ce que je dirai après, mais c'est un vecteur de marque employeur. Alors, Jérémy, je vais me permettre de passer la main en fait à Olga Zieltev-Gauthier qui a une question en fait à te poser. Oui. Ok. Allô? Ouais, vous m'entendez? Oui. Allez-y. Okay. J'avais une question, c'était en lien avec justement le management des équipes en conditions de télétravail. Est-ce que vous avez des infos sur des façons de faire, de travailler, d'animer les équipes en fait sur du télétravail? Oui, tout à fait. Alors, j'ai pas trop envie d'anticiper ce que je vais dire, ce sera plus vers la fin, mais effectivement, oui, vous avez raison. Le télétravail impose des changements en termes de management. C'est un management qui est plus tourné vers la définition d'objectifs et beaucoup moins vers un pilotage à la tâche. Le management en télétravail va imposer plus le côté participatif et amélioration continue, sollicitation des collaborateurs dans l'optimisation des process en cours et dans la réalisation du travail. Ça, c'est vrai, c'est l'aspect organisation du travail. Et il y a un autre aspect qui est animation du collectif de travail, donc bonne ambiance, interaction sociale, etc., où là, il est préconisé effectivement de marquer des rituels managériaux assez fréquents. On peut parler d'une réunion ou d'un petit point une fois par semaine, par exemple, de un quart d'heure, 20 minutes, où on va échanger en termes d'interaction sociale, etc., etc. Donc ça, c'est les deux gros points. Et après, effectivement, en termes de compétences, le manager doit être beaucoup plus sensible aussi, je dirais, à la détection des signaux faibles envoyés par des collaborateurs qui souffriraient d'une situation comme ça et être en proactivité par rapport au mal-être, je vais le dire comme ça, détecté chez le collaborateur afin de trouver des solutions. J'y reviendrai tout à l'heure. Ok, et du coup, sur la manière de faire justement ces points, est-ce que vous pouvez nous donner des petits trucs, astuces en fait pour justement animer les points hebdomadaires quand on n'est pas en physique en fait, et du coup, comment on fait pour créer une cohésion un peu du groupe en distanciel en fait?
Alors, ce qui marche très bien, c'est les coffee calls, par exemple, où là, je prends un exemple, hein, le vendredi matin, on peut tous prendre un café ensemble, à distance, hein, j'entends, et effectivement parler de son actu, faire des petites blagues, etc., etc. Ça marche très fort. Ça, en plus, c'est la fin de semaine, donc c'est agréable, on se détend, etc., etc. Et donc là, en revanche, le manager ne doit pas nécessairement parler du travail en lui-même. C'est vraiment ambiance de travail et bonne humeur. Ça nécessite aussi des compétences d'animation de la part du manager qui ne sont pas forcément innées. C'est pas facile. Ok, merci beaucoup. Autre tendance qu'on a pu voir effectivement, c'est une accélération des volontés possibles des transitions professionnelles avec une part des cadres qui réfléchissent de plus en plus à changer de région et à réfléchir de plus en plus à leur projet professionnel. Et là, typiquement, c'est une bonne nouvelle pour les entreprises qui n'arrivaient pas à recruter, puisque ça veut dire qu'elles peuvent potentiellement élargir leur bassin d'emploi et de recherche de candidats. Donc ça, pour avoir accompagné certaines entreprises et collectivités dans ces sujets, c'est possiblement une bonne nouvelle. Le télétravail peut permettre cela. Alors, télétravail est-il source d'économie? J'ai un peu défloré le sujet tout à l'heure. Oui, puisque on peut estimer qu'environ 30% de la surface immobilière louée pourrait être économisée avec un meilleur recours au télétravail. Donc ça, c'est la Banque de France qui le dit et pourrait générer 20% d'absentéisme en moins. Néanmoins, les économies générées vont de facto être nuancées puisque le télétravail engendre des coûts pour le salarié, on y reviendra, qui vont être prises en compte à travers le dialogue social et les rétributions aux salariés. Par exemple, indemnité, dotation d'équipement, indemnité pour occupation du logement, etc., etc. Je vous donnerai des exemples concrets là-dessus. En revanche, donc, je l'ai dit, à moyen terme, ça peut être un vecteur d'attraction des candidats et de baisse d'absentéisme. Pour les RH, meilleure attractivité des talents et on peut diversifier effectivement les avantages rémunération. La rémunération n'est pas qu'une question d'argent, encore une fois, c'est tout un package global. Et l'enjeu, en revanche, ça va être la capacité de la fonction ressources humaines à animer la culture d'entreprise à distance, qui n'est pas forcément simple. Donc, les perspectives, c'est plutôt un modèle hybride, alliant à la fois présentiel et distanciel, avec des libertés et des flexibilités accrues. Il y aura très probablement, mais ça c'était un mouvement déjà en cours, mais ça va s'intensifier, une reconfiguration des espaces de travail, puisque on ne viendra pas dans l'entreprise pour faire les mêmes choses qu'on faisait avant. On va vraiment, des espaces de travail seront beaucoup plus high-tech, seront normalement beaucoup plus high-tech, permettront plus de le travail justement collaboratif, faire tout ce qu'on ne peut pas faire en fait chez soi. Donc il y a vraiment un inversement des choses qui se passent. Et le développement de tiers-lieux et les espaces de coworking, etc., tout ça était quand même dans l'évolution, mais ça s'est intensifié. Concernant le cadre humain et normatif, quelques principes généraux. Le télétravail, normalement, est mis en œuvre soit par accord collectif, soit par charte employeur, mais avec des points à respecter, sinon de gré à gré. Le salarié demeure sous le lien de subordination de son employeur. La durée du temps de travail et de repos sont identiques, que ce soit sur site ou en télétravail, et l'employeur a aussi la faculté de contrôler le temps dans les mêmes conditions. Alors, Jérémy, là, je vous ai mis ça, mais c'est plus… Oui. Jérémy, je me permets de te couper. Aurélie Kotevitch, alors je suis désolée, j'ai peut-être écorché votre nom, souhaite te poser une question. Oui. Je vous laisse la parole, Aurélie. Non, j'ai touché à rien, j'ai pas de questions. Ok, pas de souci. Bon, j'avance et puis si la question revient, il n'y aura pas de problème pour revenir à moi, Aurélie.
Donc oui, je vous ai mis une petite histoire, mais c'était plus de l'ordre de l'anecdote. En fait, effectivement, on est parti du principe de prise en charge des coûts directement liés au télétravail en 2005, à travers un accord national interprofessionnel. Ça a été mis dans la loi de 2012. En 2017, ça a été supprimé. Et là, il y a un ANI, donc un accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 qui en a fait de nouveau un principe que les frais engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur. Donc, c'est en cela que je dis que les économies télétravail vont être nuancées par ce type de choses. Je vous ai mis à titre humoristique une tranche de mail qu'on peut recevoir au quotidien et qui illustre justement, on va dire, le cadre humain lié au télétravail. Sauf erreur de ma part, tu as reçu le dit PPT mis à jour dans mon mail de ce matin, bien à toi. Et ça répondait à « Tu n'es pas sans savoir que le document doit être déposé dans notre serveur partagé. Merci de prendre en compte cette good practice pour les prochaines fois. » Ça, c'est tous les échanges de mails que l'on peut connaître au quotidien. Et quelqu'un qui est en télétravail, qui n'a pas nécessairement le smiley qui va bien, qui n'a pas nécessairement l'interlocuteur en face, peut extrêmement mal prendre ce type de mail. Il y a un retour, il y a un recadrage sur les good practice, il y a ni s'il te plaît, ni trait d'humour. Et donc, ça montre bien un des enjeux aussi de la réussite du télétravail qui va résider dans la prévention des microagressions. Donc, le télétravail est source d'un certain nombre de risques et il y a aussi un certain nombre de risques qui sont liés justement à des communications qui peuvent paraître pour l'expéditeur assez anodines, mais pour le récepteur qui n'a pas l'intention, qui n'a pas le petit sourire, etc., extrêmement violente. Donc, c'est tout ça qui amorce ce que j'ai appelé le cadre humain lié au télétravail. Je vais vous faire un petit sondage. Donc, d'après vous, quel est le principal risque lié au télétravail? Alors, Jérémy, pour cette question, on a 62% qui nous disent manque de communication et violence des mails, 31% surcharge de travail et 8% immédiateté augmentée tout de suite. D'accord. Donc, les mauvaises postures, ça n'a pas plu, et le manque de travail, ça n'a pas plu. Bon, alors je résume finalement mon audience. Donc, on travaille et on se tient bien. Voilà pour la boutade. Oui, l'immédiateté augmentée, c'est une réalité. C'est une réalité puisque l'interlocuteur qui est à distance ne vous voit pas par définition et lui est dans son sujet et attend une réponse tout de suite. Donc, ça peut être le mail qui intervient. 5 minutes après, vous n'avez pas répondu, vous prenez un chat, puis un appel, etc., etc. Et là, ça montre bien, effectivement, une des difficultés, source de risques psychosociaux, on va y venir dans 2 secondes, liées au télétravail. Cette culture de l'immédiateté. Et quand je faisais des conférences il y a 3 ans sur le nouveau droit à la déconnexion à l'époque, c'était déjà effectivement, je parlais de cette immédiateté augmentée liée à l'utilisation des nouvelles technologies. Donc, le manque de communication et la violence des mails à 62%, effectivement. Donc, violence des mails, j'en ai parlé. Mauvaise communication, c'est vrai aussi. J'ai parlé de réensilotage de l'organisation et effectivement, le management a un rôle déterminant dans ce
dans ce devoir de communiquer de l'entreprise. Tout à l'heure, on m'interrogeait sur les bonnes pratiques du management en la matière. Il y a un certain nombre de choses. Il doit donner de l'information sur l'entreprise en général, les enjeux actuels, les enjeux de demain, etc. Faire le lien avec l'activité du service du collaborateur et faire le lien entre le collaborateur et le service et l'entreprise. Voilà donc l'enjeu de la communication et le tenir informé effectivement, puisque on peut arriver à des situations d'isolement de certaines personnes qui peuvent être coupées, soit parce qu'en plus il y a eu en plus l'activité partielle qui a battu son plein, et donc le collaborateur peut à défaut, même s'il n'y a pas de raison, se sentir en danger, de ne plus être tenu au courant, de ne plus être dans je dirais, le move entreprise. Et c'est pour ça aussi, tout à l'heure, je parlais de l'ANI, mais que l'ANI a formé un certain nombre de principes, notamment celui d'activité d'évolution professionnelle, etc. Et oui, quand on travaille sur site, vous pouvez avoir des échanges totalement formels avec votre hiérarchie, avec vos collègues, etc. Mais on sait bien tous aussi que l'entreprise, c'est un lieu où il y a des jeux de pouvoir, où il y a des moments informels qui sont importants. La pause cigarette, où on peut aller parler de tel ou tel dossier en off, etc., etc. C'est aussi une occasion de mieux se faire voir, d'être visible. Eh bien, tout ça en télétravail, ça n'existe plus. Donc là aussi, il faut faire, et ça c'est la fonction RH qui soit très vigilante à ça, veiller à la fois à la prévention de l'isolement, mais aussi aux possibilités d'évolution et de visibilité des collaborateurs. Et enfin, surcharge de travail, oui. Donc si je dis oui, ça ne va pas vous plaire. Mais effectivement, dans la mesure où vous êtes chez vous, vous ne vous imposez pas nécessairement de pause. Et oui, on est sur site, il y a forcément un collègue qui va venir vous proposer un café, etc. Et ça, ces pauses, le café, les petites discussions sur le pas de la porte, etc., ça contribue à vous reposer. Et là, il n'y a plus ça. Et donc forcément que l'intensité au télétravail augmente. Et parallèlement, je vais faire le lien avec l'immédiateté augmentée, c'est que vous avez votre autre collègue qui vous envoie son mail, son chat, etc., etc., etc. Et donc, le travail peut être vécu de façon beaucoup plus fatigante en télétravail. D'où l'importance, on y reviendra tout à l'heure, aussi d'accompagner les collaborateurs dans l'appréhension de ce mode de travail, d'acculturation. Et j'avais par provocation envie de vous demander une question qu'on pose rarement au DRH ou au DAF. Vous, personnellement, comment allez-vous ? Alors, Jérémy, pour cette question, alors on est en égalité. Il y a 45% qui répondent « Je me sens épuisé ». 45% « Je suis content des opportunités qui se présentent ». Et 9% « Je suis en pleine forme ». Merci beaucoup. Je rigolais pour les 9% qui sont en pleine forme. Eh bien, écoutez, merci de nous faire partager votre bonne humeur et votre optimisme. Remarque, non, on a aussi des optimistes. Hein. Je suis content des opportunités qui se présentent et de suivre les nouveaux projets. Oui, forcément que la période que nous vivons, pour certaines entreprises, peut être source d'immenses opportunités, à la fois en termes de business, ça c'est évident, de réinvention du business model, etc., mais aussi des collectifs de travail, des organisations du travail. Et ça peut être passionnant, effectivement, puisqu'il y a un certain nombre de barrières qui peuvent être tombées dans la tête d'un certain nombre de dirigeants. Je vais essayer de me restreindre
contraindre au télétravail. Mais encore une fois, avant mars 2020, beaucoup de dirigeants étaient hostiles au télétravail. On était dans la culture de la défiance, on était dans la suspicion, etc., etc. Et là, pas le choix, en mars 2020, obligation de se mettre en télétravail. Et donc, pour beaucoup d'entre eux, et j'ai quelques clients collectivités publiques où franchement, on va se le dire, ce n'était pas la culture. Ils ont vu que leur organisation continuait à fonctionner et que le travail était fait. Et ça, je pense qu'effectivement, ça a été un franchissement, un cap intellectuel qui a été fait. Donc, des opportunités, c'est certain. Je suis en pleine forme, tant mieux, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Et 45%, je me sens épuisé. Eh bien, je vais vous dire aussi, je le comprends. Je le comprends parce qu'à la fois, il y a eu une période extrêmement difficile à suivre avec les changements perpétuels des dispositifs réglementaires et législatifs. Et je ne sais pas combien on en est d'exemplaires du question-réponse du ministère du Travail sur l'activité partielle. Ce n'est qu'un exemple. Il y a eu de nouveaux dispositifs qui ont été faits. Il y a eu une prise en étau entre la direction générale et les collaborateurs. Et piloter tout ça dans ses fonctions, c'est compliqué. C'est compliqué. Et d'où l'intérêt aussi de savoir prendre soin de soi, soin des autres et soin de soi. Ce n'est pas parce qu'on a des postes de direction qu'il ne faut pas prendre soin de soi. Le cadre humain. Le cadre humain dans le télétravail, eh bien, il y a une dimension physique, une dimension mentale, cognitive que j'ai un peu expliquée, et une dimension psychique. Plutôt que de faire des grandes définitions, je vais vous montrer une photo qui, à mon sens, est parfaite. C'est pas moi, hein, mais ça montre bien ce que je vous disais. Regardez cette personne. Donc, on est effectivement sur le canapé avec un ordinateur plutôt positionné de façon basse. Il y a le corps qui est incliné, donc ça peut occulter des futurs problèmes de dos, problèmes au niveau du cou aussi, peut-être des cervicales, je n'arrive jamais à le dire, je le dirai tout à l'heure si ça me revient, des névralgies cervico-brachiales, voilà. Et donc ça va être pour l'aspect physique, évidemment. Et vous avez l'enfant qui est à côté, donc voilà, ça peut être d'autres choses, hein, bien évidemment les animaux ou autres, qui est à côté. Donc l'individu est à la fois concentré sur sa tâche et concentré concentré ou pas, mais possiblement perturbé par son environnement. D'où la fatigue qu'on peut ressentir dans cette situation. Donc il y a un certain nombre de recommandations en matière de posture au travail. Sur l'adoption d'une certaine posture par rapport à l'écran. Je travaille avec un ergonome, il dit toujours, et c'est une phrase magique, que ce sont les yeux qui déterminent la posture. Donc, pour bien travailler, il faut effectivement bien positionner son écran et naturellement, le corps se met bien. Mais au-delà de ça, il faut conserver une dynamique et bouger de temps en temps, encore une fois, quand on est sur site. On sous-estime toujours l'importance de cette prise du café, de ces discussions au pas de la porte, d'aller à l'imprimante, etc. Tout ça, on active le corps. Et donc, c'est très bien, non seulement pour les articulations, etc., mais c'est aussi très bien pour le corps et pour sa santé mentale. Et donc, en télétravail, on ne va pas faire tout ça. Donc, il faut effectivement s'imposer assez régulièrement de bouger, de faire des exercices, etc. Donc ça, c'est la dimension physique du télétravail. Et quand on est manager, du coup, je fais le lien avec la question de tout à l'heure, on peut inviter les collaborateurs, effectivement, à bouger à travers des bonnes pratiques de collaborateurs pour vivre le télétravail. Mais ça peut être incorporé dans un guide de bonnes pratiques. La charge mentale, j'en ai parlé tout à l'heure. Les collaborateurs peuvent travailler sur des plages beaucoup plus longues que sur site. Ils peuvent être en permanence perturbés à la fois par les différents sujets professionnels, mails, visioconférences, etc. Je suis sûr que vous êtes épuisés
si vous enchaînez des visios toute la journée, et en plus des interruptions de l'ordre du privé avec l'enfant, la sonnette, le concierge, etc., etc. Donc, il y a une dimension comme ça qui est à prendre en compte. Donc, l'essentiel, effectivement, c'est d'arriver à un équilibre. À tout risque, il peut y avoir des facteurs de compensation, effectivement. Et donc, c'est le rôle de la fonction RH, c'est le rôle de la fonction managériale que d'arriver aussi à apprendre à réguler aux collaborateurs et à ne pas participer aux risques psychosociaux du collaborateur en cette période. Donc ça, c'est assez important et c'est pour ça qu'on parlera de l'accompagnement des managers et notamment du rôle de la fonction RH dans ce type d'organisation de travail. Mais il faut aussi, donc il y a tout un travail de régulation de l'attention à opérer et sur l'usage aussi des technologies de l'information et de la communication. Encore une fois, hein, j'ai commencé les conférences sur le droit à la déconnexion il y a 3 ans, mais ça doit être 4. On était déjà là-dedans, effectivement. Apprendre à déconnecter, à couper de son mail, de son téléphone, etc. C'est extrêmement important. Et le manager a un rôle à jouer dans cette dimension. Alors, maintenant que j'ai débroussaillé un peu le cadre législatif et le cadre humain, je vais vous parler en quelques mots, parce que je ne peux pas faire autrement, de l'accord national du 26 novembre 2020. Je ne sais pas si vous l'avez consulté. Personnellement, j'ai pas trouvé forcément de révolution. C'est pas quelque chose qui remet en cause des situations. Néanmoins, il a une approche, un rappel de principe, un appel à la sagesse qui sont assez intéressants. Par exemple, il met en avant l'importance des retours d'expérience, de diagnostics partagés suite à cette période justement de 2020. Il recommande aussi d'anticiper les scénarios exceptionnels nés des différentes situations, à tenir compte des spécificités, du rôle des différents acteurs, de comment on poursuit le dialogue social, comment on préserve le lien social. Ça vise quand même à tirer, de certaine façon, les leçons de tout ce qu'on vient de se dire, effectivement. Et donc, dans les accords collectifs de demain, il y a tout un travail d'analyse préalable, de discussion avec les collaborateurs et leurs représentants pour adapter au mieux l'organisation du télétravail de demain. Bien évidemment, il y aura tout un débat sur la prise en charge des frais professionnels. Je vous donnerai quelques accords en exemple, mais effectivement, certains accords vont assez loin dans cette prise en charge des frais professionnels. Sinon, honnêtement, pas de grands changements. Je vous épargne les définitions des conditions d'accès. Donc, il pose certains principes. Il rappelle les principes, attention, au même accès pour tous à l'information. Et il met en avant, attention, prévoir des formations appropriées, ciblées sur les équipements techniques et les caractéristiques de l'organisation de travail. Et oui, ça, c'est le fameux sujet de la fracture numérique. Tous les collaborateurs n'ont pas la même aisance avec les nouveaux outils de la communication et de l'information. Il est très important de ne pas les isoler du travail à cause de manque de compétences ou de manque d'appétence sur ces sujets. Donc, la mise en place de formations adaptées, je parlais d'accompagnement des collaborateurs. Il rappelle l'importance d'équilibrer le télétravail et le travail sur site. Donc ça corrobore un peu les attentes qu'on a vues tout à l'heure sur les 2 à 3 jours de télétravail par semaine. Concernant la santé-sécurité, vous savez que même en télétravail, l'employeur a quand même son obligation de santé-sécurité, mais voilà, ils invitent quand même à prendre en compte le fait que l'employeur ne peut pas avoir la pleine maîtrise du lieu de travail. Il peut recommander aussi une appréhension dans l'évaluation des risques professionnels de la situation de télétravail. Honnêtement, je pense que c'est assez compliqué à faire dans la pratique. Et il souligne assez l'importance des adaptations des pratiques managériales, par exemple la relation de confiance, ça on en parlera, mais effectivement, c'est plutôt passer d'un management de la défiance à un management de la confiance, c'est-à-dire qu'on
confiance a priori aux collaborateurs, plutôt à la fixation des objectifs et au management à distance, au dialogue et au garant du lien social. Concernant la montée en compétences et les formations visées, ça peut très bien être l'adaptation des modalités de réalisation de l'activité, apprendre aux salariés à être plus autonomes, apprendre à séquencer la journée de travail et le respect du cadre légal sur la durée du temps de travail. Et il invite aussi à la formulation de guides pratiques. Voilà pour l'ANI. Je vous dis, ce n'est pas une grande révolution, mais c'est un bon résumé. Donc, sur la conduite d'une démarche, on peut scinder un certain nombre de phases. J'ai parlé d'une phase d'analyse et de recueil. Donc, il est très important de privilégier les retours d'expérience par population. Quelles ont été les difficultés rencontrées? Quels ont été les points positifs? Quelle a été l'analyse des pratiques? Quels ont été les besoins en compétences, etc. Et à travers l'ensemble de ces analyses, de ce recueil d'expériences, établir un diagnostic partagé avec les parties prenantes de l'entreprise. Donc ça, c'est très important. Évidemment, après, on passe à une autre phase qui est la préparation d'un accord avec les points clés, le benchmark nécessaire sur les mesures, etc. etc. L'accord intervient. Il est très important aussi de prévoir des expérimentations avec des indicateurs de suivi qui seront partagés là encore avec les parties prenantes et des périodes d'expérimentation afin d'ajuster les mesures télétravail si besoin. Et donc accompagner à la montée en compétences, je répète, à la fois des managers mais aussi des collaborateurs et suivre tout ça de façon partagée. Je vous ai mis un exemple, donc j'ai tiré du titre la société, mais je vais la dire à l'oral, c'est la Société Générale. Donc en 2016, ils avaient un accord télétravail. 12 500 collaborateurs étaient concernés sur 40 000. Il y avait la nécessité d'obtenir l'accord préalable du manager pour pouvoir télétravailler. Donc, c'était plutôt une individualisation du télétravail et la moyenne était plutôt d'1 jour par semaine. Puis, le Covid est arrivé, massification du télétravail. Ils ont réalisé une enquête sur le ressenti des collaborateurs sur les modalités du télétravail, ce que j'ai appelé les retours d'expérience. Ils ont mené des groupes de travail, réalisé un livre blanc qui a été présenté à la direction générale et 2021, donc vous regardez, ça a été publié, ils ont adopté un nouvel accord télétravail. On part d'un principe que le télétravail est généralisé, sauf exception, donc c'est l'inverse de ce qui était perçu préalablement. On part sur 2 jours par semaine. Concernant l'accompagnement financier, on finance les équipements plus 150 € pour s'équiper à domicile. On réinvente l'organisation du travail, c'est ce que je disais, on va venir au travail pour faire des choses différentes de ce qu'on faisait par avant. On va réinventer des espaces de travail pour plus d'innovation, plus de travail collaboratif. On va mettre plus de high-tech, puisque on n'est pas nécessairement super bien outillé quand on est chez soi. Et on met de la formation des managers et des collaborateurs. Voilà un exemple de mise en pratique qui suit un peu ce que je vous ai dit préalablement. Voilà. Donc pour un grand groupe, c'est un bon exemple de mise en œuvre. Concernant les mesures sociales, on y reviendra, mais il y en a qui sont mieux disants, mais on n'est pas obligé d'être mieux disant, effectivement. Donc moi, je voulais vous poser la question, vous, où en êtes-vous de la démarche télétravail chez vous?
Alors, pour cette question, on a 43% qui sont au stade des réflexions. On a 43% aussi qui sont au niveau des accords signés et on a 14% stade des groupes de travail. Donc, stade des réflexions, accords D'accord. signés 43% et 14% pour stade des groupes de travail. D'accord. Merci beaucoup, Gladys. Eh bien, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il y a plus de la moitié d'entre vous qui sont quand même assez engagés dans un accord, soit signé, soit en cours. 43% en stade des réflexions, donc écoutez, c'est très bien. Et je vois surtout qu'il n'y a personne qui a coché circuler, il n'y a rien à voir. Donc là, c'est plutôt un retour du consultant qui intervient dans les entreprises. Effectivement, il y a quand même, il faut le dire, encore des entreprises qui, par principe, et même en cette période, ne pratiquent pas le télétravail. Voilà, donc ça, il faut le souligner quand même. C'est une réalité qui existe dans certaines entreprises, pas nécessairement que des petites. Et voilà. Et le DRH, enfin les DRH que je rencontre dans ces cas-là sont bien embêtés puisque ils ont à la fois la nécessité de télétravailler en tête, mais avec un refus de leur direction générale. C'est une réalité encore aujourd'hui. Alors, on a fait un petit benchmark des accords télétravail sur la période, je crois que ça doit être de septembre à janvier. Donc, on a 16 accords analysés avec mon équipe. Donc, j'aurais bien voulu vous le mettre sous fichier Excel et vous le présenter. Honnêtement, ça ne donne rien. Donc, je vous l'ai mis comme ça et puis je vous donnerai quelques exemples au débeauté. Donc, on constate qu'il y a plus ou moins 3 blocs. Il y a un premier bloc qui sont des mesures plus ou moins toujours là. La confidentialité, la sécurité des données, la fourniture du matériel informatique, la réversibilité de l'accord, la demande d'attestation d'assurance. On fixe le nombre de jours de travail maximum, les conditions de suspension, le respect à la vie privée, etc., etc. Il y a un autre bloc qui vont être, on va être une force tranquille vers un peu plus de réinvention du travail, du télétravail, on va dire. Donc là, on précise l'importance du droit à la déconnexion. On parle que l'accord sera suivi avec des indicateurs précis avec le CSE. On parle par exemple des possibilités de télétravailler occasionnel avec l'aléa climatique, etc. Et il y a un dernier bloc qui là est un peu plus innovant socialement, on va dire, où là, on va envisager le travail aussi comme des alternatives. On va le faciliter dans le cadre du travail des travailleurs handicapés, du retour progressif au travail pour les personnes enceintes, pour s'occuper d'un proche aidant, d'un aidant familial, pardon, etc., etc. Donc, on peut effectivement innover en matière de mesures dans les accords collectifs. Je vous ai dit que je vous donnerais quelques exemples. Alors, ça c'est le mieux disant socialement. Je terminerai avec le dernier bloc. Allez, je vais commencer par accord Société Générale. Donc ça, on a parlé. Action de sensibilisation. On va recourir aux bonnes pratiques ergonomiques pour le télétravail. On maintient des temps collectifs. On revient encore sur la question de tout à l'heure. On va former les managers au pilotage à distance. Ça, c'est pas intéressant. Grâce Savoie, alors vous voyez, on parle de 3 jours de télétravail maximum. On met en place un plan de formation pour les managers pour s'adapter. On parle de faire des ateliers de co-développement avec les collaborateurs pour s'approprier cette nouvelle organisation du travail. Et on envisage, que je vous disais, donc, les nouveaux espaces de travail. Autre exemple. Ah oui, lui aussi, il est bien disant. Allez, pour vous effrayer en termes de coûts, puisque je parle en partie à des DAF,
L'accord EasyTeam. Alors là, accrochez-vous. Donc évidemment, on prévoit des plages horaires de joignabilité du collaborateur, mais c'est surtout sur l'aspect indemnité. Alors, l'indemnité pour occupation du logement, l'indemnité pour occupation du logement du télétravailleur est calculée sur la formule suivante. Donc, on va prendre la valeur locative de la commune. Par exemple, vous allez sur seloger.com, vous tapez Lyon si vous habitez Lyon, donc je n'ai pas regardé, on va dire 13 €, je ne sais pas, 13 € du mètre carré. Vous multipliez par 10 mètres carrés, qui est la surface entre guillemets louée, et vous avez l'indemnité du télétravailleur dans cet accord, avec un plafonnement à 120 € par mois. En plus de ça, s'ajoute la prise en charge de 50% de l'abonnement téléphonique et d'Internet, 50% des frais d'équipement mobilier, 50% excusez-moi, j'étais déconcentré par un bruit, 50% de la prise en charge du matériel informatique et la prise en charge de la réparation et des consommables, avec un plafond de 390 € par trimestre. On prévoit aussi la possibilité de télétravailler après une absence maladie de longue durée, jusqu'à 6 mois. Donc, accord quand même assez, on va dire, innovant socialement. Et dernier accord que je vous mets en avant, notamment pour là où on va aller chercher ma récurrence 1, c'est l'accord Matmut. Avec justement l'encadrement du télétravail pour favoriser le retour au travail, par exemple mi-temps thérapeutique et télétravail, etc. Le télétravail en grossesse, le télétravail en cas de proche aidant. Donc voilà, des exemples de télétravail que vous pouvez retrouver si vous savez un petit peu chercher sur Légifrance. Et en tout cas, voilà, il existe des possibilités immenses de s'approprier ce sujet, d'être innovant socialement, de réinventer véritablement l'organisation du travail. Et donc, je ne peux que vous inviter à vous approprier ce sujet. Alors, d'après vous, quel serait le point clé de votre futur accord ou de votre accord? Et là, un seul choix possible parce que j'ai tenu à ce que vous discriminiez absolument certains sujets. Alors, pour cette question, on a 50% accompagnement des salariés et on a 25% accompagnement managérial et 25% mise à disposition du matériel, des outils nécessaires. Ok, merci beaucoup Gladys. Alors, 50% de l'accompagnement des salariés, je dois probablement vous féliciter. Alors après, tout dépend de ce qu'on met effectivement là-dedans, mais en effet, c'est pas nécessairement ce qui est le plus pratiqué. Généralement, ça va plus être l'accompagnement managérial qu'on va retrouver et l'accompagnement des salariés, il va passer un petit peu à la trappe. Mais vous avez vu, hein, dans l'accord collectif dont je vous ai parlé, on parle même de groupes de co-développement pour améliorer les bonnes pratiques des collaborateurs en télétravail. Donc, je ne peux que vous féliciter pour cette mesure qui serait le point clé de votre prochain accord. N'hésitez pas à me faire des retours sur vos mises en place futures. L'accompagnement managérial à 25%, oui. Quand on est manager, il est assez compliqué effectivement de vivre cette période à la fois pour soi et pour son équipe. C'est vrai, ça appelle à d'autres façons de manager. Est-ce que le télétravail a changé les choses? Non. Moi, j'ai la conviction que non. Je pense que
la transformation du modèle managérial était déjà en cours depuis un certain nombre d'années. Enfin, ceux qui ont pu me voir en conférence il y a 2 ans, je disais effectivement que l'humain serait de plus en plus au centre de la relation managériale, je le pense encore. C'est un management qui est beaucoup plus tourné vers l'humain, vers la motivation, vers la communication, vers ce genre de choses, et beaucoup moins vers le pilotage de tâches, etc., etc. Donc, ça nécessite effectivement des accompagnements, des montées en compétences. Pour certains managers, et c'est honnêtement, je ne sais pas pour minimiser la chose, une vraie révolution intellectuelle, puisque ça peut appeler certains changements de croyances. Tout à l'heure, je parlais de management par la confiance. C'est un management a priori par la confiance. Ça ne va pas nécessairement de choix. Et donc, ça peut être accompagné donc, par des formations aussi. Mais là aussi, on ne change pas les choses que par de la formation. La mise en place de groupes de managers, de co-développement pour améliorer ce type de pratique peut être utile et aider le manager à changer de paradigme. Mise à disposition de matériel outils nécessaires à 25%, oui. Donc, les bonnes pratiques RH en matière de télétravail. Donc, la fonction RH doit accompagner les managers et les collaborateurs dans leur montée en compétences. C'est la garante du bon déroulé, de l'accès à la formation pour tous, de l'objectivité dans le déroulement de la carrière, etc., avec la complexité du contexte dans le télétravail dont on a parlé tout à l'heure. Donc, son rôle est renforcé. Renforcer aussi en matière de veille du climat social. C'est-à-dire que la fonction RH doit être en capacité d'analyser beaucoup plus fréquemment qu'avant l'évolution de son climat social en contexte télétravail. Tout simplement parce que, justement, comme les collaborateurs sont à distance, sont perturbés, etc., leur état peut changer plus fréquemment. Donc, ça nécessite de penser un certain nombre de choses différemment. Enjeu, c'est un véritable enjeu aussi, c'est savoir faire vivre la culture d'entreprise à distance. C'est pas simple. Je parle notamment, par exemple, pour les recrutements, pour les évaluations, pour les points managériaux, etc. C'est très compliqué. Donc, il y a toutes des process à réinventer, des façons de faire à réinventer. Et là-dessus, il y a de très bonnes pratiques à prendre ici et là, favoriser l'émergence de temps forts. Tout à l'heure, j'ai parlé de coffee call. Favoriser le feedback en continu aussi, c'est-à-dire là aussi accompagner leur manager, ça répond encore à la question de tout à l'heure, à faire plus de feedback en direct ou à proximité, c'est-à-dire on n'attend pas 1 an avant de faire un retour au collaborateur, etc., etc. Et échanger sur ce qui vient et ce qui ne vient pas. Mettre en place des rituels managériaux d'entreprise, être garante de tout ça. Adapter les process, on a parlé. Et enfin, favoriser les remontées d'informations concernant les risques psychosociaux. Oui, tout à l'heure, j'ai parlé du rôle du management dans la détection des signaux faibles. Eh bien, ça, c'est le rôle de détection des signaux faibles. Le service RH doit favoriser leur remontée et trouver avec le manager des solutions pour effectivement limiter les risques sociaux du collaborateur en télétravail. Parmi les bonnes pratiques managériales, donc on peut distinguer 4 axes: une meilleure communication, une meilleure écoute, meilleure organisation et favoriser une culture d'amélioration continue. Ça veut dire animer un collectif d'équipe. Tout à l'heure, j'ai parlé de temps fort et c'est le garant du lien social. Donc, il doit organiser des temps, effectivement, qui ne sont pas nécessairement des temps où on va parler du travail, des objectifs, etc., mais simplement du lien social. Comment tu vas et toi, c'est quoi ton actu, etc., etc. Faire confiance a priori, j'en ai parlé. Favoriser les retours d'expérience et encourager ses collaborateurs à améliorer eux-mêmes les conditions de réalisation du travail. Ça va être le management qui va être plus dans l'implication des collaborateurs et dans la participation.
à être moins dans le pilotage de la tâche que dans la fixation des objectifs et éventuellement des objectifs à plutôt court terme, justement, pour pouvoir suivre justement les différentes étapes. Simplifier les processus, donc ça va avec l'amélioration continue et veiller à la montée en compétence de son équipe, évidemment. Et ce qui est un peu plus compliqué aussi quand même, c'est être possiblement plus disponible vis-à-vis de son équipe. Là-dessus, il y a une étude APEC qui est intervenue il y a quelques jours qui recense les besoins des managers tels qu'exprimés justement suite à leur expérience de télétravail. Donc 89% estiment que le télétravail nécessite de faire évoluer leur management. Et vous voyez ce qui revient dans le top 3 des formations demandées, c'est au leadership, être formé à plus d'innovation, d'agilité, plus au digital et à la gestion des conflits. Voici le top 3 des formations, des compétences identifiées par les cadres dans cette étude APEC. Je trouve ça très intéressant. Mais il n'y a pas que les bonnes pratiques pour les RH et les managers, il y a aussi les bonnes pratiques pour les collaborateurs. Donc, favoriser la communication et les échanges, la transparence, notamment sur qu'est-ce qu'on fait, l'ouverture de son agenda, qu'est-ce qu'on a réussi à faire, qu'est-ce qu'on n'a pas réussi. Ça veut dire aussi de plus d'autonomie, donc il doit être encouragé par le manager et être en mesure de solliciter tel ou tel, y compris manager, dans cas de difficultés rencontrées. Il doit aussi, tout à l'heure on parlait de séquençage de l'activité, apprendre à mieux planifier son travail et à mieux s'organiser. Savoir se rendre disponible pour son manager évidemment, mais aussi pour ses collègues, pour éviter ce qu'on a appelé tout à l'heure le réensilotage des organisations. Maintenir les contacts avec ses collègues, ça doit être potentiellement alors j'aime bien prendre cet exemple, ne m'en veuillez pas, mais j'aime bien parler des suricates. Les suricates, c'est une espèce d'animaux qui prend soin les uns des autres, toujours en alerte. Et ben, c'est un peu cette mentalité suricate qu'il convient d'avoir en télétravail. Si ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu des nouvelles de tel ou tel, qu'on le voit plus, etc., et bien ne pas hésiter à aller en contact avec lui, comment tu vas, qu'est-ce qui se passe, etc., c'est quoi ton actu, etc. Donc les collègues ont aussi un rôle à jouer. Il ne s'agit surtout pas de les infantiliser et c'est tout le contraire du télétravail. Là-dessus, bonne pratique, là encore RH, j'en ai un petit peu parlé, mais que vous pouvez retrouver aussi sur Internet. Réaliser des guides. Qu'est-ce que implique pour le manager concret, en pratique, le télétravail? Qu'est-ce que ça implique pour un collaborateur, etc., etc. Et après, c'est vulgariser ces guides, les faire connaître. On parle de faire vivre la culture d'entreprise à distance, mais c'est exactement dans ces guides, à travers ce genre d'expérience et de groupes de travail, qu'on peut la faire vivre, cette culture d'entreprise. Donc, c'est assez intéressant à faire. Et au moins, ça apporte aux collaborateurs un cadre de référence sur qu'est-ce qui est attendu comme comportement, comme attitude, comme façon de faire, etc., etc. Voilà, j'arrive à la fin avec 5 minutes de retard sur mon intervention initiale. En conclusion de mon intervention, donc le télétravail, c'est une opportunité marque employeur qui va vers une poursuite de l'évolution du travail tournée davantage sur l'humain, qui peut être un prétexte pour réinventer l'entreprise à travers un vrai projet d'entreprise ambitieux. Et la fonction RH a été probablement encore plus mise en avant en 2020 qu'elle ne l'était. Et nos convictions dans ce cadre, c'est que les entreprises qui auront réussi à conjuguer la performance organisationnelle et RH et la performance managériale et humaine, c'est-à-dire qui se retrouveront dans ce quadrant-là, seront celles qui sortiront le renforcées de cet épisode que nous avons connu. Et pour avoir plus d'explications sur ce sujet, je vous invite
à vous rendre sur le site d'HR Consultancy Partners et à télécharger le livre blanc que nous avons écrit. Dernière question. D'après vous, quel est le facteur clé de la réussite de mise en place du télétravail? Alors, pour cette question, on a 82% qui ont sélectionné l'intégrer dans un projet d'établissement et 9% conclure un accord télétravail et mettre à disposition des outils technologiques. Eh bien, parfait. Ça veut dire que j'ai peut-être réussi le message que je voulais vous faire passer. Je vous remercie. Effectivement, le piège était de mettre accompagner les managers et non. Il n'y a pas, j'aime bien prendre la phrase, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Eh bien, effectivement, quand on veut aller quelque part, il faut intégrer le télétravail dans le projet d'établissement. Qu'est-ce qu'on veut, où on veut aller, comment, et après, on outille les managers, les collaborateurs, etc. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, j'espère que demain, vous réinventerez vos propres établissements, vos propres entreprises, et que on verra de façon favorable, humaine, le monde de demain sous plus d'humanité. Voilà. Je me tiens à votre disposition pour des questions-réponses. S'il n'y en a pas, ou pas. Alors, n'hésitez pas hein, à poser vos questions, soit par le biais du chat ou soit à lever la main si vous le souhaitez. Et Jérémy, tu as été très clair. Eh ben, j'espère. Je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup, Jérémy. Merci. Bon, bah, si on n'a pas de questions, bah, merci beaucoup en tous les cas, hein, Jérémy, pour ton intervention, pour également hein, l'ensemble des études et puis des sondages hein, qui ont pu être mis en place. Merci à Gladys également, hein, et puis à toutes les personnes de la DFCG ainsi qu'à Emmanuel et Sonia. Je tenais également à vous faire part en fait que nous ferons une prochaine manifestation le 20 avril. Alors pour le moment, la thématique n'est pas encore complètement arrêtée, parce qu'au départ, hein, on avait prévu de faire une thématique post-crise, mais malheureusement, nous ne savons pas si en effet on sera réellement en post-crise au 20 avril. Hein, donc voilà, donc on reviendra vers vous très prochainement avec une thématique, mais vous pouvez déjà bloquer en fait dans vos agendas cette prochaine date de 18h30 à 20h. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je me permettrai en effet de revenir vers vous et notamment Gladys vous adressera également un questionnaire de satisfaction, hein, de manière à ce que vous puissiez également nous remonter un certain nombre de points hein, sur justement la thématique, le contenu, la manière de faire et également des thématiques que vous souhaitez qu'on puisse éventuellement aborder à l'avenir. Et puis il y a également après un replay qui sera également disponible si vous le souhaitez. Voilà. Je tiens en tous les cas à vous remercier tous pour voilà ce moment d'échange. Nous avons hâte de vous retrouver physiquement, hein, où en effet où il y a beaucoup plus d'interaction hein, et de communication quand nous sommes en face à face. Hein, mais on a hâte que cette prochaine date arrive.
Donc voilà. Donc merci à tous et puis je vous souhaite une excellente soirée. Merci Jérémy et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.